Passons maintenant au provincial parce que il y a plusieurs choses. On n'a pas le temps de tout couvrir ça, mais il y a quelques des petites affaires qui sont déroulées cette semaine qu'on va en discuter. On va commencer très rapidement avec une ébauche préliminaire du DGEQ, du Directeur général des élections du Québec, sur les cartes électorales. Donc, on sait je pense qu'à tous les 2 ou 3 ans, 2 ans, oui. À tous les 2 ans, le DGE revoit un peu les cartes selon les populations. Puis, il y a une commission, je crois, qui se rassemble, pas au Parlement, mais une espèce de comité. Exact. Une sorte de comité qui se rassemble pour essayer de revoir la carte électorale et voir si elle demeure pertinente exact. Ou si elle nécessite des ajustements. Puis, on a une première ébauche, c'est évidemment préliminaire, donc je pense que les étapes à suivre par après, je pense qu'il y aura des commissions parlementaires, s'il y a des députés qui contestent, il y a une période où il y a des échanges puis des discussions. Je pense que ça s'en vient au mois d'octobre d'ailleurs, jusqu'à sa version finale. Donc, c'est sûr que maintenant, peut-être qu'on parle pour rien, mais sur cette première ébauche-là de préliminaire, c'est sûr que la région de Montréal puis la région en Gaspésie, c'est les 2 régions qui ont le plus été impactées, mais je connais pas trop la région de la Gaspésie. On va se concentrer pas mal plus sur Montréal parce que sur l'île de Montréal, moi, je l'ai regardé puis c'est le bordel, franchement. C'est vraiment bordélique. Bon, d'abord, c'est vrai que c'est Montréal et la Gaspésie qui sont principalement touchés parce qu'on parle de circonscription, mais la réalité, c'est qu'il y a d'autres circonscriptions dans d'autres endroits qui sont quand même, comment je vais dire ça, impactés, puisque quand on parle de redécoupage de la carte électorale, c'est parfois aussi des morceaux de comté qu'on enlève à un, qu'on rajoute à l'autre. Bref, c'est littéralement les frontières de la circonscription qui sont revues. Maintenant, par rapport à Montréal, bon, le bordel. Je ne sais pas si c'est le bordel. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que je crois dans les 8 dernières années, si je ne me trompe pas, ou peut-être, c'est ça, un truc du genre, on est passé de 28 comtés à 27 comtés. Mm-hmm. Et là, la suggestion du DGEQ, du Directeur général des élections, c'est d'abaisser le nombre de comtés de Montréal encore d'un autre comté, donc 26. Ouais. Et là, voilà le problème que beaucoup de Montréalais voient. C'est que c'est le poids politique de Montréal qui diminue. Et je vais être un peu plus précis, parce que Montréal, son poids politique et son influence, enfin tout du moins son influence peut dépasser son poids politique, puisque c'est aussi une métropole avec un pouvoir économique, etc. Mais soyons précis. Quand on parle de poids politique de Montréal, on parle du poids de la représentation de Montréal à l'Assemblée nationale du Québec. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un Montréalais n'est pas aussi bien représenté que quelqu'un, admettons, qui vient d'une autre région à l'Assemblée nationale du Québec. Ça s'explique par 2 choses. En fait, par une chose en particulier, j'ai envie de te dire, par la démographie. Parce que Montréal est très concentré. Une concentration de la population qui est très élevée. Des buildings, des blocs appartements, là, c'est pas vrai qu'on en voit partout là, mais ça, normalement, tu devrais avoir plus de comtés parce que, à ma connaissance, c'est aux alentours de 45 à 50 000 résidents par comté au provincial. Donc, une moyenne. En moyenne, exact. Donc, si ce nombre-là continue à augmenter, surtout dans le centre de Montréal, parce que c'est là où la majorité des changements ont été faits, on s'attendrait peut-être à de nouveaux comtés sur l'île de Montréal. Alors, c'est vrai, mais effectivement, d'un point de vue purement mathématique, tu as tout à fait raison. Maintenant, il y a d'autres choses qui rentrent en question lorsqu'on parle de carte électorale. D'abord, s'il devait y avoir plus de circonscriptions et non moins de circonscriptions, s'il devait y en avoir plus à Montréal, ça signifierait aussi que la taille des circonscriptions serait plus petite. Ouais. Et puis, on s'entend que parfois, d'un comté à un autre, la réalité peut être
similaires, peut-être absolument pareils. Mhm. Donc, est-ce que ça justifie? Parce que finalement, quand un député représente sa circonscription à Montréal, l'opinion qu'il porte, la voix qu'il porte de ces électeurs-là à l'Assemblée nationale peut être du copier-coller du comté voisin. Mhm. Donc, ce serait pas fou de dire que certains comtés doivent être jumelés. Mais, Et dans quel contexte? Parce qu'il faut l'expliquer pourquoi dans quel contexte. Parce qu'à la limite, tu me dirais, il n'y a rien qui empêche d'avoir des circonscriptions plus petites. Mhm. Mais dans quel contexte? Dans le contexte où, étant donné où la grande majorité de la population du Québec est concentrée à Montréal, s'il devait y avoir plus encore de circonscriptions à Montréal, ce qui signifierait moins de circonscriptions dans certaines régions, ça voudrait dire que certaines régions ne seraient pas représentées et bien représentées à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le poids politique des régions au Québec, c'est quelque chose qu'on désire maintenir. Parce que sinon, toutes les lois qui vont passer à l'Assemblée nationale, c'est des lois qui seront faites sur mesure pour Montréal, mais qui ne seront pas bonnes pour le reste du Québec. Donc, par exemple, je te donne un exemple. Si on parle beaucoup d'électrification des transports, là, personne n'est contre la vertu, tout le monde veut de l'énergie verte et renouvelable, personne veut détruire la planète. Mais on va s'entendre que certaines choses qu'on a envie de faire s'appliquent très facilement à Montréal, des bornes électriques partout, etc., mais ne s'appliqueraient pas au comté de Duplessis, par exemple, parce que il n'y a pas suffisamment de villes, il n'y a pas de métropole, c'est un énorme comté, les réalités sont très différentes, etc., etc. Donc c'est un peu ça. Alors il faut trouver le juste équilibre entre une bonne représentation des Montréalais et une voix des régions qui comptent à l'Assemblée nationale. À 100%, je suis d'accord avec toi, mais justement, si on revient sur ce que tu disais sur l'aspect démographique, et parce que moi, il y a deux choses. Un, il y a ça, ce que tu disais. Est-ce qu'on peut jumeler? Est-ce que si on fait plus de comtés sur l'île de Montréal, est-ce que c'est trop du copier-coller, comme tu as dit? Et la deuxième chose que moi, je regardais, c'est stratégiquement comment ça va soit profiter ou non aux partis qui sont en place sur Montréal. Donc, justement, on va rentrer un peu dans le micro, là, mais par exemple, Laurier-Dorion, mon ancien comté à moi, il y a une assez importante partie de l'est de Laurier-Dorion, donc Villeray, on l'appelait Villeray dans l'est, qui ira maintenant dans Viau. Et on ajoute du côté sud de Laurier-Dorion une portion de Gouin. Donc ça, là, pour ceux qui connaissent un peu, là, on a Parc Extension et on a la partie ouest de Villeray, qui, évidemment, c'est un peu plus francophone, mais il y a quand même de communautés culturelles, de jeunes professionnels. Et on vient ajouter une portion de Gouin c'est pas le plateau Mont-Royal, mais c'est le Myland, genre, tu sais. Puis ça matche vraiment pas du tout, là. OK? On parle, donc, il y a ça. Le comté d'Anjou, le vieux comté d'Anjou, Louis Riel, il disparaît complètement. Puis lui, il rentre un peu dans le comté de Rosemont. Hochelaga. Il rentre dans Camille Lorrain. Oui. Et Camille Lorrain, lui, il perd toute une partie dans Hochelaga Maisonneuve. C'est ça. Donc, moi, je regarde cette carte-là, puis je me demande, coudon, là, comment est-ce que les députés dans ces comtés-là vont pouvoir gérer démographiquement, parce qu'on parle de grandes différences. Juste Anjou, là, si on pense un peu à Anjou, l'aspect communauté culturelle, etc., avec la partie sud là, de Montréal, qui est maintenant Camille Lorrain, c'est deux mondes complètement différents. Ah non, mais regarde, je t'écoute parler, puis je suis bien d'accord avec toi. Mais le seul élément avec lequel je suis moins d'accord, c'est, tu sais, enfin, c'est pas que je suis moins d'accord, mais tu posais la question comment les députés vont pouvoir gérer ça. Bon, la réalité, c'est que les députés, leur rôle, c'est justement de représenter les gens et tous les gens, et quelles que soient les différences qu'il peut y avoir dans les différentes communautés, pas dans le sens communauté culturelle, mais communauté montréalaise, différentes. Oui, donc, mais attends deux petites secondes, parce qu'on parle quand même d'enjeux sérieux. Oui. Si on prend, par exemple, l'exemple de Laurier-Dorion, où moi, je peux te dire qu'un des gros défis, c'est peut-être la francisation du côté de Parc Extension. Okay?
où la majorité de la population n'a ni l'anglais ni le français comme langue première. Et de l'autre côté, Gouin, c'est pas mal francophone, puis c'est des enjeux complètement différents. C'est là que je m'en allais. Alors, en fait, moi, je disais juste que c'était une question d'abord pour le député. Un député ou une députée, son rôle, de toutes les manières, c'est de s'adapter à ces changements-là. Donc, moi, j'ai pas vraiment peur pour les députés. À la limite, là, j'ai envie de te dire, les députés sont là pour travailler pour leur population, pour leurs électeurs. Donc, moi, je m'inquiète pas pour les députés, honnêtement. Je vais le dire un peu bizarrement. Je m'en fous Oh non, c'est sa job, il fait là. Voilà, exactement. Okay. Fais ta job. Tu veux l'être, alors fais-la comme il faut. Maintenant, par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que normalement, la délimitation d'un comté, c'est pas juste une question de nombre d'électeurs. Il faut qu'il y ait une certaine forme de logique communautaire là-dedans. Donc là, tu as donné de très bons exemples de comtés que tu connais. Je pourrais aussi te donner, moi, de mon côté, d'autres exemples. Par exemple, regarde, il y a NDG, Notre-Dame-de-Grâce, et il y a Westmount-Saint-Louis. Westmount-Saint-Louis, entre Westmount, le quartier Westmount, ou la ville Westmount, parce que c'est défusionné, et Saint-Louis, qui est essentiellement le centre-ville, c'est des réalités qui sont complètement différentes. Ça n'a absolument rien à voir. Le centre-ville, c'est un endroit où les gens rentrent et sortent. Oui, il y a des blocs appartements pour certaines personnes qui y vivent, etc. Westmount, c'est une autre réalité. C'est une vie en communauté. C'est des maisons. Il y a quelques blocs appartements aussi. Mais enfin bref, tu vois le portrait. À la limite, j'ai envie de te dire, Westmount et NGG auraient pu former un seul et même comté, en plus du fait que on peut dire que c'est à majorité de langue anglaise, d'expression anglaise. Le centre-ville, par exemple, aurait pu être Saint-Louis avec une partie du comté de Manon-Massé, qui est Sainte-Marie-Saint-Jacques, ou une partie du comté de Saint-Henri. De Saint-Henri, exactement. Enfin bref, il y avait quelque chose à faire. D'ailleurs, le fédéral l'a fait. Il y a plusieurs années, il y avait un comté qui s'appelait Westmount-Ville-Marie pour le centre-ville, qui est essentiellement la partie Saint-Louis ou provinciale. Puis ce comté-là n'existe plus, puisqu'aujourd'hui, c'est NDG Westmount. C'est ça le comté. Et il y a un comté qui est maintenant Ville-Marie Centre-Sud. Il y a un titre long. Exactement. Bon, alors, je suis d'accord avec toi. Il y a un travail à faire au niveau du DGEQ pour délimiter non seulement en fonction du nombre d'électeurs, donc pour avoir un poids politique intéressant par comté, mais aussi en fonction d'une certaine réalité sociologique, sociétale, linguistique, économique aussi, je veux dire, je pense que c'est tous ces aspects-là. Je suis sûr que le comité fait un bon travail. Toi et moi, on commente là comme des gérants d'estrade, là, on s'entend. Mais par contre, on est des gérants d'estrade, on est aussi des citoyens, donc quand on voit ça, on se pose des questions. Pourquoi? Mais moi, je me demande s'ils savent ça mieux que certaines personnes. Premièrement, avoir vécu dans l'Oreille-Dorion puis travailler là-dedans, je peux dire que, à mon avis, il n'y a pas de sens. Puis le deuxième point dont je te parlais, c'est au niveau stratégique, politique, à voir, pour les partis, est-ce qu'on fait des gains? Est-ce qu'il y a des pertes? Donc là, moi, je regarde, par exemple, encore l'exemple de Laurier-Dorion puis Vio. Vio, là, parce que la dernière fois, j'ai regardé les statistiques, notre ami Franz Benjamin, qui avait une petite inquiétude du côté sud-ouest un peu de Vio. C'est les quartiers avoisinants de Villeray, là, de l'est de Villeray, qui étaient dans Laurier-Dorion. Mais là, non seulement il y avait un danger là-dedans parce qu'il y avait un vote de Québec solidaire qui a augmenté, mais là, il absorbe le côté de Villeray qui va lui amener certainement à 100% plus de votes de Québec solidaire dans son comté à lui. Donc là, Franz Benjamin, pas trop sûr qu'il est content avec cet ajout-là dans son comté. Pour le Parti libéral du Québec, qui espérait un jour aller ravoir le comté d'Anjou, bon, c'est pas mal fini parce que, tu sais, en se jumelant à Camille Lorrain, puis en perdant... Mais si je peux me permettre, George, je veux juste te dire un truc. En théorie, je sais qu'en pratique, c'est pas le cas, mais en théorie,
les délimitations des circonscriptions, ça devrait pas être quelque chose de politique ou de partisan. Oh non, non, je comprends, puis je suis d'accord avec ça. Mais moi, alors, laisse-moi aller au bout de mon raisonnement, dans le sens que, dans le fond, les partis politiques doivent s'adapter à l'électorat, doivent s'adapter à la démographie changeante, doivent s'adapter aux mouvements de population qu'on peut voir à l'intérieur d'un même territoire, etc. Et là, c'est là que faire une carte électorale, là, bâtir une carte électorale, c'est un jeu d'équilibriste. C'est parce que, tu sais, si on fait en sorte que c'est à peu près tout le monde qui se ressemble dans chaque circonscription, ce qui va se passer aussi, c'est que nos politiciens vont être des clientélistes. Ça veut dire, ça, c'est une circonscription d'anglo. OK, alors on va servir aux Anglos juste ce qu'ils veulent. Puis si je suis un parti politique comme Parti québécois qui, disons que je sais que le vote anglo, je vais pas l'attirer. Oublie ça. Je vais même pas faire campagne dans ce parti. Tu sais, je vais mettre un candidat poteau parce que chaque vote me rapporte $2. Ouais. Mais tu sais, pas plus que ça, là. Tu sais, personne va se forcer. T'sais, pareil, traditionnellement, même si je veux pas réduire le PLQ, le Parti libéral du Québec, je veux pas le réduire juste à un parti d'anglophones et de communautés culturelles. Il y a assez de personnes dans les médias qui disent ça pour pas que j'en rajoute, mais disons que c'est une clientèle qui a tendance à voter libéral, effectivement. Eh bien, si on n'a que des comtés comme ça, encore une fois, tu vas avoir des partis qui vont concentrer leurs efforts là-dedans. L'idée ici, c'est que si on a, comme tu le dis, dans un même comté, là tu parlais de Laurier-Dorion tantôt, où tu as un comté, c'est-à-dire où tu as des réalités de francisation parce que tu as des gens qui n'ont pas de langue première, le français ou l'anglais, et ça nécessite par exemple de la francisation, etc. Et puis tu as un bout de circonscription qui est connu pour abriter davantage d'électeurs francophones. Et bien l'avantage là-dedans, c'est que les candidats et les partis politiques vont être obligés de faire campagne pour tout le monde, à la fois pour des francophones, à la fois pour des anglophones, à la fois pour des allophones. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Maintenant, je comprends que parfois, il y a des bouts que ça n'a aucun rapport. Je suis d'accord avec toi, puis là, tu te dis vraiment... Tu sais, genre, quand tu veux, représenter les intérêts d'une circonscription, s'il y a trop de différences, les intérêts risquent d'être un peu divergents. Puis là, tu es un peu pris entre deux parties de ton compte. Ouais. Je le comprends. Mais au moment où on se parle, à cette époque, l'époque qu'on vit actuellement, où les partis politiques et les politiciens sont tellement clientélistes, ils sont juste là, OK, eux autres, ce groupe-là, qu'est-ce qu'il veut? Il veut ça? OK, je vais leur promettre ça, je vais me faire élire. Mais quand c'est plusieurs personnes, tu te dis, OK, d'abord, c'est à l'image du Québec, à l'image de Montréal d'aujourd'hui, mais en plus, je prends en considération toutes ces affaires-là. Non, regarde, je suis d'accord avec toi. Puis, c'est sûr que l'argument que tu disais que il ne faut pas que ça soit divisé selon les intérêts politiques. Puis, je suis sûr certain que c'est pas de cette manière-là qu'ils divisent les cartes, mais... Ouais, un petit peu, parce que ça va à l'Assemblée nationale, il y a des... Mais c'est ça, c'est pour ça que j'arrive, parce que là, les députés qui vont contester, c'est sûr qu'ils vont sortir pour dire que, non, ça, tu sais, au niveau culturel, au niveau démographique, ça n'a pas de sens, blablabla, mais derrière, en arrière, ils disent, shit, je vais perdre des votes. Et je pense surtout à Paul Saint-Pierre Plamondon, qui maintenant, son comté, il perd une grande partie d'Hochelaga-Maisonneuve, qui normalement vote Québec solidaire. Est-ce que ce nouveau comté-là va demeurer Québec solidaire ou non? Est-ce qu'il y a une division de vote? Est-ce que... on ne sait pas qu'est-ce qui va se produire. Puis là, il obtient l'ancien comté d'Anjou, qui aujourd'hui est à la CAQ, mais il y a quand même une forte présence libérale. Puis, qu'est-ce qui va arriver à Paul Saint-Pierre Plamondon? Moi, je suis sûr et certain que lui, peut-être, il est en mode panique. Il y en a qui vont l'être. Il y en a qui vont l'être, ça c'est certain. Et tu sais, c'est plate à dire, mais il y a des gens, ils sont en politique, ils viennent avec des idées, mais tu sais, ils
viennent avec des comtés, ils pensent que ces comtés-là sont assurés ou que la recette de la précédente élection va fonctionner encore une autre élection. Moi, j'ai juste envie de te dire, les gens qui veulent se présenter en politique doivent se présenter en politique avec leurs idées, avec leurs convictions, doivent aller convaincre. La politique, c'est l'art d'aller convaincre. Ouais. Et malheureusement, en 2023, et depuis déjà plusieurs années, on n'est plus dans l'art de convaincre en politique. On est dans l'art de « Hey, regarde, l'autre, il est pire que moi. Oh, regarde, l'autre, il menace telle affaire. » etc. Mais on s'entend que c'est difficile à convaincre. Tu prends quelqu'un comme Paul Saint-Pierre Plamondon qui maintenant doit aller dans le comté d'Anjou, l'ancien comté d'Anjou, essayer de convaincre un électorat en grande partie libéral ou caquiste. Puis les caquistes, évidemment, on sait que c'est un... Et solidaire. Il y a aussi du solidaire là-dedans. Il y a du solidaire, exactement. Ouais. Donc, c'est certain que c'est pas facile. Mais oui, mais il a qu'à se présenter à une autre place s'il considère que c'est plus facile ailleurs. Mais moi en fait, mon message là-dedans, c'est quoi? Mais attends, je vais t'interrompre parce que tout ça, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Pour représenter ton électorat, comment tu fais quand c'est tellement différent puis ton idéologie peut-être ne rejoint pas tout le monde? Là, puis on s'entend, on n'est pas là pour plaire à tout le monde puis c'est normal. Tu te présentes pas pour dire, moi là, tous les 50 000 résidents dans mon comté vont être contents. C'est pas vrai. Mais quelqu'un, on reste à l'exemple de Paul Saint-Pierre Plamondon qui maintenant doit aller faire campagne dans l'ancien comté d'Anjou. Non seulement c'est pas facile, mais comment tu peux te permettre, toi, de faire une job et de sortir, dire que moi, je veux représenter, mais parce que moi, je suis sûr et certain que tout le monde qui se présente à l'Assemblée nationale ont veulent représenter le mieux possible les intérêts de leur électorat. Comment que lui il va faire ça quand il sait que pratiquement la moitié de son nouveau comté ne veulent même pas le voir? Mais d'abord, regarde, il fera campagne auprès d'eux. Puis encore une fois, les partis politiques, les politiciens doivent ajuster leur offre politique à la volonté de la population. C'est pas à la population de s'adapter ou à la carte électorale de s'adapter de manière à ce qu'on s'assure que tel politicien ou tel autre politicien, soit-il le chef du Parti québécois, s'assure d'avoir un siège au Parlement. Sincèrement, moi, ce que je pense, c'est que moi, ce qui m'embête dans cette nouvelle mouture ou proposition, parce qu'elle n'a pas été, c'est pas vrai, elle n'a pas été adoptée là, mais dans cette nouvelle proposition de la carte électorale par rapport à Montréal, ce qui me dérange, c'est le poids politique des Montréalais. Puis moi, je dis ça, je vis même pas Montréal. Mais tu vois, parce que je crois que l'une des raisons pour laquelle à Montréal, les gens s'en foutent, les gens ne vont même pas voter, c'est parce qu'ils se disent, de toutes les manières, mon vote, il compte pas. Et puis c'est vrai, parce que le poids politique de Montréal a fait que baisser. Il est passé de 28 à 27, puis là, on veut le faire passer de 27 à 26. Ce qui fait qu'en moyenne, les circonscriptions à Montréal, on représente beaucoup plus de monde qu'ailleurs au Québec. Mais c'est ça. Mais sinon, sur l'offre politique en tant que telle, c'est aux gens de le faire. S'ils considèrent qu'il n'a pas de chance de se faire élire dans ce comté, si, admettons, sa délimitation, ses frontières devaient changer, qu'il se présente dans un autre. Mais s'il n'arrive pas à se faire élire, c'est peut-être parce que ce qu'il propose, il ne plaît pas aux gens. Mais qui va venir proposer quelque chose qui va plaire à une majorité des gens? Parce que moi, ce que je prévois, c'est au moins 3 de ces comtés-là, ça va passer proche, les résultats. Donc ça, dans le futur, ça peut créer quand même une instabilité au niveau de la représentation. Un mandat, on va avoir un député caquiste, un autre mandat, on va avoir un député Québec solidaire, un autre mandat, on va avoir un député libéral. Puis peut-être c'est correct, mais tu penses pas peut-être que c'est mieux quand un député rentre qu'il sache que, bon, j'ai 2 mandats, ou si c'est un comté qui est gagnable ou sûr ou whatever, tu sais que tu as un timeline infini de pouvoir mener des différents projets. Ben ouais, mais c'est là,
c'est là, moi, que je trouve qu'il y a un danger. D'abord, c'est de prendre pour acquis son siège de député. Ça, c'est de un. De deux, des députés qui se font élire à la majorité absolue, c'est-à-dire plus de 50%, plus de 50%. Honnêtement, ça ne court pas les rues dans les parlements, là. Non. Donc un comté n'appartient pas à un député. Un député, parfois, se fait élire avec 30% des voix. Ça veut dire qu'il y a 70% des gens qui n'ont pas voté pour lui, mais c'est lui le député. Et il doit les représenter pareil, même si ils n'ont pas voté pour lui. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a une réalité socio-économique qui est sur place. Alors, au contraire, moi, je ne veux pas que les députés se disent « OK, je suis député, donc mon comté est caquiste. » Non. Le système fait en sorte que c'est un caquiste qui représente ce comté. Mais si ça se trouve, il y a 70% des gens qui ne sont pas caquistes, c'est-à-dire une majorité assez claire. Ouais. Donc, moi, ce que j'ai envie de te dire, la seule chose que je trouve de bien dans cet exercice où on revoit les cartes électorales, on change les paradigmes, etc., c'est justement que les partis sont plus en train de choisir leur comté. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit ses comtés. Ouais. Ah, OK, je peux gagner ici. Ah, tu sais, ici, là, j'ai été 2e à la dernière élection, donc si j'élève un peu mon score, je peux peut-être gagner d'un petit peu, etc. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a dans d'autres comtés, ils ne font pas les efforts nécessaires. Tu sais, ces comtés-là, là, avant que toi et moi, on se dise « Ah, mais lui, il était traditionnellement caquiste ou traditionnellement libéral ou traditionnellement péquiste ou peu importe. » Il y a des générations qui sont passées. Tu sais, par exemple, le comté d'Outremont à Montréal, je pense, historiquement, a toujours été libéral. Toujours. Outremont, Mont-Royal, aujourd'hui, on l'appelle. Au fédéral, il est passé à un moment donné au NPD. Là, mais ouais. Effectivement. Mais au provincial, ça a toujours été rouge, libéral. Tu sais, est-ce qu'à un moment donné, le Parti libéral du Québec prend pour acquis Outremont? C'est possible. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, il y a une carte électorale qui a changé. Qui a changé. Ça devient beaucoup plus sûr pour les libéraux parce qu'ils ont jumelé Mont-Royal. Non, mais je comprends. Mais c'est plus sûr. Mais attention, on a aussi un discours caquiste qui peut plaire à une partie de l'électorat d'Outremont. Ouais. D'ailleurs, Jean Talon, qui est en élection partielle en ce moment, c'était l'équivalent d'Outremont dans la région de Québec. C'est un comté qui a toujours été libéral jusqu'à ce que Joël Boutin de la CAQ l'emporte dans une partielle d'abord et dans une générale par la suite. Et c'est en élection en ce moment, on verra bien. Moi, je crois que les caquistes vont le conserver, mais enfin, on verra bien ce que ça va donner. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une partie du discours caquiste qui peut plaire à une partie des libéraux là, qui étaient traditionnellement, ou des gens qui votaient traditionnellement libéral. Ouais. Tu sais, alors moi, j'aime cet exercice-là. J'aime cet exercice où on change un peu les règles du jeu. Tu sais, un exercice où le comté de Saint-Laurent à Montréal ne serait pas nécessairement toujours acquis au Parti libéral du Québec, qui est une véritable compétition. Parce que, regarde, je vais te dire un truc, la concurrence dans le secteur privé, dans les entreprises, la concurrence, elle est bonne. Pourquoi elle est bonne? Elle permet aux consommateurs d'avoir un meilleur produit. Et là, c'est la même chose. Il faut qu'il puisse y avoir une concurrence, y compris dans des régions comme Montréal, qui ne changent pas beaucoup. Là, c'est vrai qu'avec Québec solidaire, ça a changé un peu, mais tu sais, je veux dire, mais qui ne changent pas beaucoup. On sait que tel comté est libéral à vie, puis de l'autre comté est péquiste à vie, caquiste à vie. Non, ça, c'est le statu quo. L'avantage là-dedans, c'est qu'à un moment donné, ça se peut que le PLQ puisse gagner à Pointe-aux-Trembles. C'est ça la beauté. Puis peut-être, qui sait, un jour, la CAQ va peut-être gagner dans le West Island aussi. C'est ça.